Innovation et éthique, bien sûr, donc toutes ces questions d'éthique qui portent autour de l'innovation, qui se développent considérablement. Si on était critique, je dirais qu'on traîne un peu des pieds en France, parce qu'il y a des applications mobiles aujourd'hui qui permettraient considérablement de réduire les accidents médicaux et la iatrogénie. On en parlera d'une d'ailleurs tout à l'heure, parce que je vous demanderai votre avis. C'est une application qui permet de télécharger ces données de prescription et biologiques, voire des comptes rendus opératoires, et de les avoir en permanence sur soi, où que l'on aille, en médecine de ville ou admis dans un établissement, pour pouvoir les partager avec les professionnels qui nous prennent en charge. Alors qu'actuellement, vous savez qu'on peut aller d'un établissement à l'autre, rien ne suit, et quand on arrive souvent auprès d'un professionnel qui ne nous connaît pas, voire d'un spécialiste, il n'a pas de connaissance des autres traitements, et quand on voit qu'à partir de 65 ans, en moyenne, les gens prennent entre 7 et 20 médicaments par jour, ils ne peuvent pas tout connaître, et c'est tout à fait dommage qu'en France, on n'ait pas cette technologie-là, alors que la technologie existe, c'est un téléphone portable, ça suffit. Alors que les données existent, nous avons des données de remboursement à l'assurance maladie. Une grande partie des Français ont maintenant un dossier pharmaceutique qui permettrait de télécharger à distance. Et la CNIL y est tout à fait favorable. Alors, qu'attend-on? On sait bien que le DMP, ça fait déjà plusieurs années, on dira bientôt des dizaines d'années qu'on travaille dessus, et qu'on ne l'a toujours pas. Bon, alors... on va démarrer en retard, je vais me faire tirer les oreilles parce que je vais passer, quoi qu'on pourra peut-être reprendre un peu de temps sur la pause café, mais pas tant que ça, parce que on s'aperçoit qu'on a besoin des pauses. Donc cet après-midi, on l'a vu, est-ce que vous pouvez, je vais d'abord vous présenter, puis après vous corrigerez la fiche technique. Monsieur Didier Armingaud est directeur médical et en particulier s'intéresse au département éthique et qualité, je peux dire comme ça, d'un groupe Corian, le groupe Corian qui possède en France combien d'EHPAD ? 900 établissements dans le monde. Donc, non, on est à 720, mais je peux me tromper, établissements sur l'Europe. Donc la France, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. Et en France, on a 290 EHPAD et on a 80 établissements sanitaires. SSR. Donc, que représente ici Fariba. Sanitaire et... Est-ce que le micro fonctionne? Oui. C'est vrai que quand on est là, on a l'impression qu'on entre dans bas la barnice, on l'entend. Et puis, vous avez un petit peu de psychiatrie aussi, je crois. Alors, je vais peut-être laisser et de l'HAD. à Fariba. Oui, on a de l'HAD et puis des cliniques psychiatriques au sein de notre pôle sanitaire. Voilà, donc Monsieur Armingaud, vous êtes directeur médical de l'ensemble au niveau de la France, au niveau international. Non, j'ai été longtemps, parce que j'ai créé cette fonction en 1998 dans le groupe Medica avant la fusion avec Corian, donc j'ai une certaine expérience du métier. Et depuis l'année dernière, donc, je crée une fonction au niveau du groupe, puisque c'est vrai qu'on a la volonté maintenant à la fois de se nourrir des cultures des pays environnants qui sont la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, et en même temps de pouvoir définir une vraie culture médicale de qualité de prise en soins sur l'ensemble du réseau. Et donc c'est pour ça que c'est l'étiquette médicale, éthique et qualité au sens qualité de service et gestion des risques. Fariba Kabirian, vous êtes directrice médicale du pôle santé, donc du SSR, de l'HAD et de la psychiatrie. Tout à fait. En fait, je suis chez Corian depuis janvier de cette année et j'ai le plaisir justement d'animer la communauté médicale sur le secteur des SSR. Nous avons aussi le secteur de psychiatrie et l'HAD, comme vous l'avez annoncé. Et le but, c'est vraiment créer cette harmonisation des pratiques au sein du secteur sanitaire chez Corian en France. Et Monsieur Christophe Parot, vous êtes directeur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est exact pour l'ensemble du périmètre France. Donc moi j'ai le plaisir d'animer le fabuleux métier qu'est la restauration, parce que c'est un fabuleux métier, et tout l'art de vivre, le savoir-vivre au sein de nos maisons. Alors que pensez-vous de notre buffet? Savoir s'il est bien ou pas bien, ça rentre dans des techniques qui ça sert à rien. Est-ce qu'on a pris du plaisir?
Et moi, à titre personnel, j'ai pris du plaisir. J'y suis retourné plusieurs fois et je pense qu'on était plusieurs. Est-ce que vous avez tous pris du plaisir? Oui. Bon. Monsieur Armingaud, vous allez repréciser, puisque effectivement ça a été un petit peu réaménagé dans l'intitulé, mais en gros, on va parler de médicaments et de bien-être autour de la table. Oui, c'est vrai qu'on a fait quelques petites modifications sur l'organisation de cette table ronde. En effet, il y avait l'axe proposé, c'était le médicament et quelles sont aujourd'hui les actions qui nous permettent de mieux cibler la bonne utilisation et le bon usage de médicaments et éviter la iatrogénie. Et en fait, ce qu'on a voulu proposer, et c'est pour ça que nous sommes là tous les trois, c'est à la fois pouvoir échanger avec vous sur différents sujets. D'une part, toutes les actions qui sont faites dans le domaine vraiment de la prévention de la iatrogénie, du bon usage du médicament, et ça c'est, je pense, Fariba qui en parlera très bien. On voulait aussi évoquer la question de l'alimentation, de la bonne alimentation, qui est pour moi une source de bonne santé. Donc c'est pour ça que j'avais proposé à Christophe de pouvoir se joindre à moi. Aude Letty, qui malheureusement s'excuse, qui n'a pas pu être avec nous et qui est délégué général de notre fondation. Donc je vais aussi vous parler un peu de ce projet de fondation. Pour vous parler de toutes les études et tous les travaux que l'on a engagés et que l'on va encore engager dans le cadre de la Fondation. Donc voilà, et je souhaitais aussi, parce que c'est un sujet qui m'est cher, pouvoir vous parler des approches et thérapies non médicamenteuses qui pour moi sont un élément extrêmement important pour améliorer la qualité de vie, travailler sur les compétences et les capacités, notamment chez les sujets âgés, mais pas que. Mais c'est vrai que particulièrement pour nous dans le secteur des maisons de retraite médicalisées, parce que je déteste ce terme d'EHPAD, mais pour moi c'est d'abord une maison et on y accueille des aînés, des personnes âgées, fragilisées par la vie et parfois par la maladie. Et c'est vrai que pour moi nous avons, et je pense que ça c'est quelque chose que nous partageons vraiment dans l'entreprise, cette volonté de travailler sur la qualité de vie, sur l'ambiance, et moi je pense beaucoup à l'atmosphère. Et voilà, donc ces approches et thérapies non médicamenteuses sont pour nous un axe vraiment important pour améliorer demain et aujourd'hui la qualité de vie dans ces établissements. Merci. Donc vous avez compris qu'on va être surtout sur deux questionnements, deux points sensibles, on va dire. La question du médicament et de la médicalisation des personnes de plus en plus. Vous dites, on dit personnes âgées, mais en fait nous sommes tous âgés quand même, hein, malgré tout. On est tous plus âgés que quelqu'un d'autre, oui. Voilà. Et puis la deuxième question, celle qui tourne autour de l'alimentation, et ce ne sont pas deux questions qui sont complètement séparées, parce qu'on sait très bien qu'avec l'alimentation, on peut jouer sur une certaine forme de démédicamentation, sinon de démédicalisation. Tout à fait. Voilà, mais bon. Donc d'abord, peut-être un de vous trois, ou c'est M. Armingaud, est-ce qu'il y a une politique d'ensemble à l'intérieur du groupe sur la sensibilité du médicament? Alors oui, mais en une heure de temps, déjà, je ne vais pas prendre la parole de tout le monde. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont menées. Par exemple, vous avez pu voir déjà dans les petites pochettes qui vous ont été distribuées, il y a eu un premier livret du médicament, je crois, qui avait été créé dans les années 2013 ou 2012. Et donc là, on en est à la 3e version, à laquelle d'ailleurs Fariba avait participé, mais à l'époque comme gériatre de l'hôpital de Montfermeil, responsable du pôle gériatrie de l'hôpital Montfermeil. Et donc ça, c'est déjà pour nous un axe important parce qu'on part du principe qu'il faut pouvoir aider à orienter vers la bonne prescription. Et comme on a à la fois des EHPAD où là les prescripteurs sont des médecins généralistes et nos cliniques où les prescripteurs sont des médecins de l'entreprise, il nous paraissait intéressant de faire un livret thérapeutique qui soit à la fois utile pour nos cliniques, mais aussi pour le monde de la gériatrie et pour les médecins traitants. Donc, vous êtes en train de nous dire que votre livret, il n'est pas que interne, vous le partagez aussi avec les médecins prescripteurs de ville. Et comment concrètement, ça se passe comment? Vous les contactez? Vous leur dites voilà ce qu'on aimerait? Il y a plusieurs leviers. La première chose, c'est quand le livret paraît, on en remet un certain nombre d'exemplaires papier, mais il y a aussi une version électronique qui est adressée à tous nos établissements. L'idée pour eux étant, pour les médecins coordonnateurs qui ont tant de difficultés à rentrer en contact avec les médecins traitants, de pouvoir à l'occasion de cette parution reprendre contact avec l'ensemble des prescripteurs,
à l'occasion des commissions gériatriques ou de rendez-vous individuels et de pouvoir remettre le livret et d'en échanger. Ce livret, il est aussi accessible en version électronique. Vous parliez ce matin des outils d'aide à la prescription, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des outils d'aide à la prescription dans nos logiciels patients, dans lesquels le livret est intégré de façon à avoir aussi accès comme ça. Vos outils d'aide à la prescription en interne, je comprends le SSR par exemple, où les médecins sont salariés, donc là, bon. Mais avec les médecins de ville. Les médecins de ville, quand ils interviennent, je ne sais pas si tu veux intervenir un peu, ils utilisent en fait aujourd'hui, nous, l'objectif c'est que les médecins puissent prescrire in situ dans les établissements. Précisons, parce que tout le monde n'est pas professionnel ici, les outils d'aide à la prescription. C'est ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés, où généralement il y a toujours une partie pour pouvoir prescrire dans l'outil. Et donc c'est ce qu'on appelle les outils d'aide à la prescription, parce que généralement ces outils sont toujours corrélés à une base de médicaments. Alors chez nous ça peut être Mediavidal ou ça peut être la base Claude Bernard. Et donc ce sont des outils qui permettent, quand le médecin prescrit, c'est les mêmes principes qu'un logiciel de médecin qu'il a à son cabinet. C'est-à-dire que quand il prescrit en utilisant ces outils, il y a toujours, tout à l'heure on a parlé d'avoir des alertes, des choses comme ça. Ce sont des outils qui permettent d'orienter ou d'alerter dans certaines situations. Alors je vais vous poser une question, Fariba. Je sais que vous êtes très sensible à la question de la pertinence. Et là aussi, quel type d'outils vous utilisez dans le cadre de votre activité de pôle santé? Alors, ce qui est important, c'est d'essayer vraiment de voir la prise en charge de nos patients en termes de parcours de santé. Ce qui nous manque régulièrement, c'est que nos patients, ils rentrent dans un secteur d'hospitalisation. Ça peut être un hôpital public, le secteur de soins de suite et de réadaptation. Ça peut être l'hospitalisation à domicile ou l'EHPAD. Et finalement, c'est en fonction de sensibilité des professionnels au sein de cet établissement qu'on peut avoir une qualité de prise en charge plus ou moins différente. Et pour pouvoir améliorer la pertinence de nos prescriptions, essayer d'améliorer l'accompagnement en termes de médicaments, par exemple, une prise en charge médicamenteuse, il faut qu'on soit tous d'accord pour essayer de mettre en commun une sorte de pratique partagée de qualité et surtout avoir les mêmes modes de prise en charge. Et pour ça, finalement, Didier vous en a un petit peu parlé, ce qui est important, c'est de créer des espaces d'échange. Donc, par exemple, la mise en place des comités thérapeutiques entre les médecins intra-secteur de soins de suite, les médecins coordonnateurs des EHPAD, les médecins traitants, les pharmaciens d'officine, nous permet justement de travailler. Vous arrivez à réunir ces gens-là? Bien sûr. Alors, en fait, il y a une méthode très simple. On a mis en place ce qu'on appelle ces comités une fois par mois. Mais l'idée, c'était quoi? C'était d'abord de créer des espaces d'échange, de voir quels sont les besoins, quelles sont les difficultés des professionnels de santé par rapport à la prise en charge et l'accompagnement de nos patients. Une fois qu'on a partagé les objectifs, les valeurs qui tournent autour de nos patients, on peut très bien travailler sur les outils de liaison, donc les fiches de liaison, les dossiers dont Didier vous en a parlé, la mise en place de livrets thérapeutiques qui est super important au-delà d'une prescription donc, qui se fait sur ce livret thérapeutique, c'est l'ensemble des réflexions que nous devons avoir ensemble en termes de quel traitement on choisit pour quel patient. Et ce n'est pas forcément en fonction de tel ou tel laboratoire. Vous avez peut-être vu dans la presse, parce que le collectif qui regroupe les associations, qui s'appelle maintenant France Asso Santé, a contribué à une étude conduite avec 60 millions de consommateurs sur la consommation de médicaments chez les plus de 65 ans. Et on est parti avec une recherche à partir seulement de 7 médicaments, parce qu'en dessous, tout le monde en prend ou presque, enfin 80% de la population. Donc de 7. Alors je vais vous dire, au bout de la courbe, le cas extrême, il n'y en avait qu'un, il en prenait 58. Pas 58 pilules, hein, 58 médicaments différents. Ça veut dire que c'est quand même énorme. Donc est-ce que vous surveillez, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de voir... Alors je ne vais pas parler des EHPAD, parce qu'on a quand même les médecins libéraux qui sont libres de leur prescription, on va dire. Bon, il y a peut-être une limite, mais quand même, c'est plus difficile. Mais dans votre SSR, est-ce que vous travaillez sur cette diminution de la consommation médicamenteuse? Effectivement, c'est le concept de conciliation médicamenteuse maintenant.
En fait, Donc vous pratiquez. Alors la conciliation, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ici. alors, conciliation... D'ailleurs, c'est un mot français parce qu'aux États-Unis, on dit réconciliation. Hein, la conciliation se fait par la première prescription normalement, et ensuite on fait de la réconciliation. Voilà. Mais nous, on ne veut pas dire qu'il peut y avoir des problèmes dans la première prescription. Donc, on dit la conciliation médicamenteuse. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, la conception de conciliation médicamenteuse vient du fait qu'à un moment donné, comme vous venez de le signaler tout à fait justement, on s'est rendu compte que nos patients, ils ont des lignes de prescription qui vont donc de un médicament ou 0 médicament jusqu'au 56, qui est quand même énorme. Alors, les études, ils ont montré qu'à partir de 5 médicaments, on ne sait pas qui fait quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, il est obligatoire. Vous voulez dire, on ne sait pas quel médicament agit, quelle Exactement. molécule agit. Exactement. À partir de 5. À partir de 5. Alors, comment faire ? Le but, ce n'est pas de dire que tout le monde doit prendre 5 médicaments. Quand on a besoin d'avoir des traitements spécifiques pour des problèmes liés à sa santé, bien évidemment qu'on va prendre plus de médicaments. Mais conciliation médicamenteuse, c'est de dire il y a le traitement à l'entrée de notre secteur de soins de suite et de réadaptation. Ça peut être la prescription de médecins traitants, ça peut être la sortie d'hospitalisation avec les antibiothérapies surajoutées, avec les traitements spécifiques qui sont introduits pendant la phase aiguë. Et en secteur de soins de suite et de réadaptation, nous avons cette responsabilité de mener une réflexion en termes de pathologie chronique. Quels sont les médicaments indispensables pour l'état de santé de nos patients? Et en même temps, travailler avec nos patients pour la compréhension de l'intérêt du médicament, donc faire de l'éducation thérapeutique, mais aussi essayer de les faire adhérer aux traitements qu'ils doivent poursuivre au long cours. Vous êtes dans une forme de ce qu'on appelle maintenant la déprescription, quelque part. C'est un peu ça Exactement. que vous essayez de faire. Alors, en SSR, toujours, je pense que c'est quelque chose d'accessible. Et bon, c'est sans doute difficile aussi. Je ne vais pas dire que c'est facile. Hein. Mais en EHPAD, comment vous faites de la déprescription? Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Alors, la déprescription... Ça peut se faire parce que déjà... Expliquez peut-être, M. Armingo, c'est quoi la déprescription? Déjà, la déprescription, c'est comme le disait Fariba, c'est de recentrer sur les traitements, je dirais, utiles et essentiels à la vie. À un moment donné, on est obligé aussi de faire des choix stratégiques de thérapie pour éviter justement ces surajouts de lignes. Je voudrais juste, pour illustrer ça, vous dire qu'il y a... il y a 2 ans, c'était en 2015, justement, on se posait ce genre de questions et se dire il faut qu'on identifie les vrais sujets pour derrière mettre en place les bonnes actions. Pour cela, on a la chance dans un groupe, et notamment on avait été aidé par cela par une société qui s'appelle Medicimo, mais aussi Vidal. On a étudié sur 110 établissements les ordonnances sur un an de 13 810 résidents, personnes âgées en établissement. Et donc, on a pu analyser, alors j'ai pris mes penses bêtes parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, on a ainsi analysé 920 490 lignes de produits. Et on a pu, du coup, se rendre compte que nous, dans les établissements, la moyenne de lignes de produits, c'est-à-dire la moyenne de nombre de médicaments pris par une personne âgée, sachant que la population étudiée avait à 80% plus de 80 ans et toujours à 70% féminine, avait une moyenne de 6 molécules et pas 7 ou autres. Donc ça veut dire que déjà en EHPAD, on est déjà, s'il y a un travail du médecin coordonnateur avec les médecins, on est quand même, c'est une tendance très sensible, mais je trouve que ça mérite quand même de le montrer, il n'y a pas en tout cas une augmentation des produits, on est plutôt en train d'essayer de baisser. Et ce qu'on a surtout donc vu dans cette étude, donc on a vu bien sûr l'usage, vous aviez évoqué ce matin les antibiotiques, etc. Mais moi, le point qui m'a paru important, c'est qu'on a presque un quart de cette population qui a dans son ordonnance, sur au moins 6 mois par an, des anticholinergiques. Alors, ce sont des médicaments qui sont parfois... Expliquez ce qu'est voilà. l'anticholinergique. Donc, ce sont des médicaments qui sont très utiles, notamment dans la maladie de Parkinson, parce qu'ils sont donnés du fait de cette activité anticholinergique. Ça peut être aussi intéressant dans certains troubles urinaires, parce que ça permet de
limiter l'émission, donc de resserrer entre guillemets l'activité de la vessie, mais ça a énormément d'effets secondaires, et notamment chez le sujet âgé. Ça va avoir des effets centraux avec des risques de confusion, d'agitation, des effets périphériques, de constipation, de rétention urinaire, de bouche sèche, de troubles de la vision. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses assez tous ces effets risquées. Indésirables que subissent les patients. Tout à fait. Ça va entraîner des chutes, des hospitalisations, etc. Tout ce qu'on appelle la iatrogénie. Voilà. Et donc, du coup, nous sommes en train de lancer avec le professeur Novella et le CHU de Reims, et donc 10 de nos EHPAD, accompagnés là aussi de Vidal, une étude sur l'usage, c'est-à-dire comment est-ce que la mobilisation des acteurs, que sont les acteurs internes des EHPAD, mais aussi les médecins traitants, en resensibilisant sur comment démasquer tous les médicaments qui ont des actions anticholinergiques. Parce que le gros problème, il est là. Ce n'est pas tant l'usage du médicament qui est vraiment donné pour cela, mais c'est tous les autres médicaments, notamment des psychotropes, la Tarax, enfin tous ces produits qui ont des effets anticholinergiques. Et c'est ça qui est dangereux chez le sujet âgé ou chez la personne polymédicamenteuse, c'est qu'on se retrouve avec plein de médicaments qui, associés, peuvent devenir dangereux parce qu'ils ont des effets qui se surajoutent. Et donc là, on lance une étude où on va resensibiliser avec des outils simples que sont le livret thérapeutique, que soit un petit document que l'on a appelé démasque pour démasquer les anticholinergiques, pour resensibiliser finalement le médecin qui parfois oublie que dans l'ordonnance, il y a 2-3 médicaments qui, associés, peuvent devenir dangereux pour son patient, de voir quel va être l'impact sur la déprescription progressive de ces produits. Je suis très confiant dans ce travail parce que j'ai déjà des médecins coordonnateurs qui individuellement s'étaient attaqués au sujet dans des EHPAD et qui m'ont démontré que le fait de remobiliser les acteurs permet de baisser certains traitements. Ça remonte le niveau de conscience. Complètement. Et dans l'étude, c'est intéressant, l'étude que vous avez faite. Nous, ce qu'on a trouvé dans l'étude que l'on a faite avec 60 millions de consommateurs, c'est qu'en tête de ligne, on a bien sûr les benzos, les anti-HTA, les antihypertenseurs, les benzodiazépines, les anticoagulants. Et puis tout domaine de l'endocrino, parce que la diabétologie occupe une place importante. Alors nous, dans notre secteur, on a beaucoup les anticoagulants, les antivitamines K qui sont très utilisés dans notre secteur. Donc voilà, en effet, il y a plein d'axes sur lesquels on peut travailler. Donc on a de quoi lancer des projets, travailler et mobiliser les acteurs de santé. Ça peut être facile, la déprescription, avec une personne âgée qui est habituée à son traitement depuis longtemps. Quand elle arrive chez vous, elle a déjà toute une culture de la pilule. Alors, il y a la personne, il y a son entourage, c'est-à-dire il y a nous tous. C'est-à-dire que c'est vrai que, pour ça, moi, je suis un féru des campagnes de communication grand public. Parce que je pense que les cibles, c'est l'acteur de santé, mais pas que. Parce qu'on se rend compte que l'acteur de santé, parfois, il est juste là à répondre à une demande insistante, parfois, d'un patient que nous sommes, d'une famille que nous sommes, où on a du mal, à un moment donné, à accepter. Il y a eu tout ce débat là, sur le projet de déremboursement des médicaments anti-Alzheimer. On a évoqué un peu ce matin aussi, c'est bien de financer l'innovation, mais ça veut dire aussi, à un moment donné, il faut accepter de définancer des choses qui ne démontrent pas leur intérêt. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment des questions de santé publique qui nous concernent tous, parce qu'on a notre rôle aussi dans ces évolutions. Alors, nous, ici, au niveau associatif, on se bat pour le rôle du patient, évidemment. Et on a, un pensum, c'est la question du nécessaire. Docteur, est-ce bien nécessaire? Mais voilà, peut-être que c'est comme vous. On n'a pas tous cette pratique-là. Tout d'un coup, ça peut amener un certain... dire, ah oui, au fait, je prescris ça, mais on a quand même une culture des médicaments. Moi, je constate, comme vous sans doute avec mes petits-enfants, très tôt, on va donner une petite pilule, ça va arranger tout de suite. Qu'est-ce qui s'enregistre là comme réflexe? Je ne sais pas. Sûrement, on commence une forme de piratage du contrôle, si j'ose dire. Je voudrais vous poser une question à tous les deux, à M. Parot d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, M. Parot, qu'avec votre responsabilité, qui est celle de la restauration, vous pouvez
influencer la déprescription? Je pense que la restauration et l'alimentation au quotidien peut influencer beaucoup de choses. Non, on parlait de plaisir, mais c'est le plaisir de vivre. Et je ne parle pas des régimes, je parle du plaisir, justement. Voilà, et concernant les médicaments, on a fait une étude, je crois que là aussi, il y a 2 ans. Déjà, on a testé l'impact du goût du médicament dans l'alimentation. Souvent, la pratique, c'est j'écrase le médicament, soit dans la compote, dans le fromage blanc. Moi, je vous invite tous à faire le test avec les médicaments du quotidien et celui qui a une petite boîte jaune, Je sais pas, qui est le combien Doliprane. il y en a parmi vous qui prennent plus de 7 médicaments par jour? Ouais, on est en bonne santé ici. C'est parce que tout le monde est jeune dans cette salle. Plus de 5 personnes? Moi, je vous invite déjà à le faire simplement avec le Doliprane. Écraser un Doliprane dans de la compote. Et aujourd'hui, moi, c'est mon rôle de restaurateur, c'est d'évaluer le goût et donc le plaisir du goût. Et rien que ça, rien que le fait d'adopter des bonnes pratiques, c'est pas mon rôle de dire est-ce qu'il faut ou il ne faut pas un médicament, mais simplement comment faire pour qu'il soit le mieux assimilé. Et si vous écrasez un simple Doliprane dans une compote, vous verrez que la compote, elle est immangeable. Donc si vous le faites en début de repas, ne serait-ce que sur l'entrée, eh ben, vous ne mangerez pas votre repas. Et donc là, automatiquement, on arrive sur de la dénutrition. Donc la restauration peut bien sûr avoir un impact. Et puis si on parle de l'enrichissement, qui est pour moi aussi un phénomène important, souvent on voit encore des prescriptions de compléments nutritionnels oraux. Là aussi, il faut y goûter. Goûter un CNO une fois, et on sait que certains sujets âgés peuvent en prendre plusieurs dans la journée. Alors qu'on peut tout à fait enrichir de manière naturelle et enrichir sur les plats que le senior aime. Vous pouvez enrichir un plat qu'il n'aime pas, s'il ne le mange pas, ça ne sert à rien. Par contre, non, il faut enrichir par exemple sur le potage, qui est le mets peut-être préféré des seniors. Et là aussi, on a mené une étude, parce qu'on a aujourd'hui plein de produits naturels, certes, mais qui servent à enrichir. Et quand vous les goûtez, quand vous faites un potage et que vous testez ces différentes poudres, et pourtant de certaines grandes marques, vous apercevez que c'est immangeable. Donc là aussi, c'est une réflexion à mener, parce que c'est bien d'enrichir, mais il faut enrichir, je dirais, intelligemment et en vérifiant l'impact du goût. Et parfois, il suffit juste d'avoir des bonnes pratiques que nos grands-mères avaient, et avec des produits très naturels, on arrive tout de suite. Mais le meilleur enrichissement, c'est simplement de manger. Et alors là, je vais vous taquiner un peu sur la politique d'établissement. Ça vous concerne tous les trois. Ça doit être quand même pas facile quand on a des personnes âgées en EHPAD. Parce qu'en SSR, c'est pas tout à fait pareil. Ils repartent quand même normalement. En EHPAD, de concilier leur plaisir, de respecter leur culture même peut-être et leur liberté, et en même temps d'intervenir, parce que l'alimentation est importante dans l'évolution de la santé. Et est-ce qu'on y renonce parce qu'ils sont à un certain âge et qu'il ne leur reste pas tant de plaisir que ça, et qu'on se dit, après tout, qu'ils mangent des crèmes tous les jours, ça ne pose pas de problème? Ou bien est-ce qu'on se dit, et ça c'est peut-être Fariba qui peut nous répondre, mais moi en tant que médecin, je dis quand même, attention, le sucre c'est pas si bon que ça, et pourtant c'est antidépresseur. Non, je pense que là, c'est un travail conjoint. Parce que quand vous créez votre restaurant, vous faites la carte qui vous inspire. Et c'est le client qui passe devant votre enseigne qui va rentrer ou qui ne va pas rentrer. Là, dans nos structures, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le restaurateur qui fait sa carte et le client qui rentre. Non, c'est le restaurateur qui fait la carte que souhaite son client, ce que souhaite son résident, que souhaite son patient. Donc déjà, il ne faut pas créer une autre restauration, mais la restauration qu'ils aiment. Et puis après, il faut prendre en compte tous les phénomènes de l'entrée en structure. Cette génération, c'est une génération qui aimait recevoir, qui mettait une belle table dimanche, qui invitait la famille, qui passait plusieurs jours parfois au fourneau. C'est une génération qui prenait cette collation de 10 heures, et surtout dans nos campagnes qui était si importante. On prenait de la charcuterie, on buvait un petit verre de vin. On prenait l'apéro, comme on dit, le temps de l'apéro du soir. Lorsqu'on avait faim, on allait dans son garde-manger, dans son placard, dans son réfrigérateur, et on allait prendre le produit qui nous faisait plaisir. Du jour au lendemain, ces seniors qui rentrent dans les structures, on va leur imposer l'heure des repas, quasiment la place à table, même s'ils peuvent changer, malgré tout, ils mangent dans la salle à manger. On va leur imposer quelque part les repas. Ils n'auront plus cette liberté ni de recevoir, ni de faire à manger. Donc tout ça, il faut le comprendre. Il faut travailler dessus pour que justement le repas reste un moment de plaisir. Et donc c'est tout ce cheminement qu'il faut faire. Et puis en parallèle, là aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu comprendre avant d'édicter
quelque part nos menus et nos politiques restauration, c'est de se dire que mangent les seniors à domicile. Donc on a été voir dans les frigos, on est rentré chez les seniors de plus de 80 ans et on a été voir ce qu'ils mangent. Et là, on s'est aperçu qu'il y a des habitudes qu'ils avaient et que nous, après, on fait en sorte de le préserver. Et pour répondre juste à votre question, qui on est pour interdire à un senior un produit? Je vais vous prendre un exemple simple et qui, pour les professionnels de la restauration, parfois choque, les huîtres. Je parle souvent des huîtres parce qu'un senior qui a vécu 85 ans à La Rochelle, qui a mangé des huîtres toute sa vie, qui sommes-nous pour lui dire du jour au lendemain, non, tu ne manges plus d'huîtres parce qu'il y a un règlement européen qui nous fait dire que tu ne peux plus manger d'huîtres? Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est là où la coopération médicale et restauration est importante, c'est qu'on va voir le médecin, c'est lui qui va évaluer la possibilité de servir des huîtres aux seniors, et c'est à partir de là où nous, restaurateurs, à nous de mettre en place le bon protocole, parce que oui, il faut préserver la sécurité alimentaire du convive, mais c'est simple d'aller voir le poissonnier à La Rochelle, d'avoir 3-4 huîtres et de servir des huîtres fraîches. On sait tous vérifier si une huître est fraîche et si elle est bonne. Donc c'est du bon sens, il faut mettre du bon sens, et là la coopération, elle est essentielle, mais elle est super simple, quelque part. Madame Carignan, donc quel est le point de vue du médecin, là, responsable du pôle santé? C'est super important ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on donne du plaisir avec l'alimentation. Et d'un autre côté, il faut quand même qu'on soit très attentif à l'effet bénéfice-risque. Donc, il y a des moments, il y a des patients diabétiques, c'est pendant la fête. Comment on peut interdire un patient diabétique quand on fait au sein de nos EHPAD une réunion familiale? Moi je dis familiale parce que pour moi l'ensemble des résidents sont devenus une famille ensemble, et qu'on leur dise non, vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas prendre le gâteau. Je pense à un moment donné il faut qu'on soit très clair. C'est quoi le besoin de la personne? Comment on peut accompagner cette personne? Et on prend des risques mesurés et on essaye aussi d'apporter vraiment un accompagnement qui, en dehors d'un accompagnement médicamenteux, c'est aussi un accompagnement non médicamenteux avec le plaisir justement de vivre et le plaisir d'avoir aussi un accompagnement de bienveillance auprès de nos patients et de nos résidents. À la frontière de tout ça, j'ai une question et je pense que c'est M. Armingaud qui me répondra parce que vous êtes chargé de responsable aussi éthique et qualité. Ça dit long quand même, hein, éthique et qualité. La semaine dernière, j'étais au fin fond du Massif central et je dis à une amie, j'anime la semaine prochaine une table ronde où on parlera de l'alimentation dans les EHPAD. Ah, me dit-elle, je vais te raconter que nous, la grand-mère, elle est rentrée dans une EHPAD il y a très peu de temps, il y a 3 mois. Ça m'a beaucoup interpellée ce qu'elle m'a dit. Et justement, elle mangeait n'importe quoi chez elle et elle a perdu 20 kilos. Ça lui a fait beaucoup de bien. Alors vous pensez quoi de ça? Parce que simplement, elle ne mange plus de charcuterie, elle mange plus, elle grignote plus des gâteaux toute la journée. Ben, c'est dommage. Et voilà, justement. Alors, bon, moi je les enquiquine. Non, je les enquiquine pas, mais moi depuis 20 ans, je suis un anti-régime en EHPAD. Je suis conscient que moi, mon centre d'intérêt premier est la personne qui, en général, a plus de 80 ans. Il faut être conscient que les grandes pathologies endocriniennes, les diabètes, je dirais que les personnes qui ont la chance d'arriver à cet âge-là ne sont pas les personnes, je dirais malheureusement, ceux qui ont eu à souffrir d'une maladie extrêmement évoluée ont souvent moins de chances à atteindre ces grands âges qu'elles sont 85, 90, 100 ans. Donc moi, je pars d'un principe qui est quand on arrive à ces âges-là, certes, il faut être attentif. Tout à l'heure, en aparté, vous me parliez de votre combat contre le sucre, mais je me dis quand on arrive à ces âges-là, le temps de déclarer les complications rétiniennes, rénales et autres, si on est arrivé exempt de ce genre de problème-là, je dirais on a toutes les chances d'avoir disparu avant que ces complications ne pourrissent la vie. Donc on a une vision, nous, en gériatrie, qui est un peu différente par rapport à toute cette logique de régime. C'est qu'on met d'abord en avant la notion de plaisir avant la notion de stricto sensus du régime vraiment drastique.
on arrive plutôt sur des populations qui ont des habitudes alimentaires et qui ont vu se succéder leur régime alimentaire et qui ne mangent plus grand-chose, ou très mal en effet. Et on est presque là pour faire parfois de la rééducation à l'alimentation. Alors après, il y a des chiffres, on a fait passer un article parce qu'on a fait une étude sur l'alimentation dernièrement, et j'ai dit, moi je ne veux pas ce titre-là, parce qu'on mettait encore en avant, c'est une réalité, qu'il y a une grande dénutrition chez les personnes en EHPAD. Mais ce n'est pas l'EHPAD qui est à l'origine de cette grande dénutrition. C'est que la personne, quand on regarde le taux de dénutrition entre le taux des personnes à domicile, mais les personnes à domicile, c'est vous, c'est moi, c'est des plus jeunes, c'est des très vieux, et la population en EHPAD, par définition, ils ont plus de 80 ans. Donc déjà, on ne compare pas les mêmes gens. Et quand on fait des études, on s'aperçoit qu'en effet, qu'en EHPAD, le taux de dénutrition est bien plus élevé qu'à la maison. Mais déjà, oui, mais on ne compare pas les mêmes populations. Et puis en plus, quand on arrive en EHPAD, c'est pas par hasard. Vous ne rentrez pas en EHPAD en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais rentrer en EHPAD ». On rentre en maison de retraite médicalisée parce qu'on est au bout d'un parcours de vie qui fait qu'à un moment donné, sa situation personnelle, clinique, psychologique, cognitive fait qu'on ne peut plus rester à la maison. Et donc, on va rentrer en établissement. Et donc, on a dans nos structures, je dirais, la population la plus fragile. Et c'est vrai que nous, on est très motivés sur toute cette dimension du repérage, de la prévention. Mais comment peut-on faire, nous, de la prévention quand on a affaire aux gens qui ont été très malmenés par leur vie, où la prévention aurait dû être faite, toutes ces questions de régime, de régime alimentaire, mais pas au sens régime, j'arrête de manger du sucre, mais je réapprends à manger des légumes, à manger moins de viande rouge, enfin, toute cette notion d'hygiène de vie, c'est pas à 85 ans qu'on peut l'imposer à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on aurait dû mettre en œuvre nous-mêmes dès la maternelle, l'adolescence, moi aujourd'hui à 50 ans pour préparer mes vieux jours. Enfin, c'est ça, la prévention, c'est à nous de le faire. C'est pas la maison de retraite qui peut faire ça. Mais ça, c'est une vraie position que vous avez là-dessus. C'est Ben, très intéressant. ouais. Et j'aimerais bien que maintenant, vous posiez un peu vos questions. On va se garder un petit moment de questionnement pour... qui est-ce qui veut bien prendre le micro? Rodolphe, tu n'es pas volontaire, mais... Une question pour Monsieur Parot, là. Monsieur Parot... William, tant que tu as le micro, tu voudras bien le passer, c'est possible, ou Jean-François? Ah oui, alors c'est pour le passer, il y a des gens... Mais vas-y, veulent... pose une question, d'abord. Ma question toute simple, hein, excusez-moi. Moi, j'ai dirigé un foyer de personnes âgées, de 120 personnes dans ce foyer de personnes âgées. Monsieur Parot, vous travaillez comment? En liaison chaude ou en liaison froide dans les EHPAD? J'adore cette question. Parce que... Donc, chez nous, c'est relativement assez simple. C'est que la cuisine, elle est faite dans les cuisines des établissements par nos équipes. C'est un choix. Chez Corian, on l'a fait il y a 3 ans. On a réinternalisé la restauration de plus de 130 établissements à l'époque. Et aujourd'hui, la cuisine est faite dans nos cuisines à base de produits crus, bruts, au maximum. Quand on analyse nos achats sur l'année 2016, c'est 72% de produits français. On a 100% de produits français sur les produits laitiers, le porc, la volaille. On arrive à avoir des taux de plus de 40% de fruits et légumes locaux, donc vraiment du département ou de la région, sur certaines régions comme l'Île-de-France, qui paraît parfois un petit peu en écart avec ce qu'on pense. Donc la restauration, c'est un métier. Et on a choisi chez Corian de le faire nous-mêmes, d'avoir la liberté de le faire par rapport à tout ce qu'on explique, et que lorsque Fariba me dit tiens, il faudrait qu'on prenne telle ou telle direction, que ça aille vite, on le fait, on fait nos tests et après on déploie. Donc c'est un vrai choix, parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie source de plaisir, et le plaisir, pour revenir au thème du départ, ça permet de mieux vivre, de mieux vieillir, et si on peut éliminer 1 ou 2 médicaments sur la route, bah, tant mieux. Écoutez, oui. On se réjouit, on va s'inscrire. Hein. Vous avez encore un peu de temps. Non, mais... Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Y compris dans le SSR. Oui. Vous faites votre cuisine vous-même. C'est pour l'ensemble des établissements où on a l'autorisation de produire sur place. Alors on doit avoir une dizaine d'établissements où c'est un autre établissement Corian, et souvent à proximité, il y a juste une clôture qui nous sépare, qui livre. Oui, ouais. D'accord, mais est-ce que vous travaillez en liaison froide?
Non, on travaille au jour direct, même, en juste liaison avant le chaude. service. Oui. Ouais. Alors pas de après, liaison, je c'est fait sur place. vais pas Parce que rentrer. ça a son importance quand même. Hein. Je vais pas Vous voyez rentrer dans bien, les moi, termes. je suis cuisinier de métier, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. Alors on va se parler. Manger un peu des de frites cuisine. gratuites. William, oui, on va c'est bon. repasser le micro. Non, on va juste. Qu'est-ce qui veut poser une question? Pour finir, effectivement, on produit Alors, nos repas juste avant le service. Et après, il faut savoir qu'en termes très techniques, là, je vais parler à toutes les cuisinières qui le font à la maison. Quand vous faites un gratin de chou-fleur, vous cuisez votre chou-fleur la veille, vous le faites égoutter toute la nuit, et puis le jour même, vous faites votre béchamel, vous le mettez au four. C'est meilleur, comme ça, le chou-fleur, il a rendu son eau. Donc c'est des techniques. Mais sinon, on prépare tous nos repas la veille, le jour pour le lendemain, c'est-à-dire le matin pour le midi et l'après-midi pour le soir. Monsieur Armingaud, vous vouliez dire quelque chose? Non, non, je voulais juste, mais c'est un peu à côté, mais c'était dans le titre, c'était les thérapies non médicamenteuses. Je voulais aussi insister sur le fait qu'à côté de la cuisine, il y a aussi, comme je l'avais dit en introduction, tout un travail du groupe autour des thérapies d'approche non médicamenteuse sur 3 axes qui sont comment améliorer et entretenir les compétences cognitives des personnes, parce qu'on a quand même 50, voire parfois 100% des personnes en établissement qui présentent des troubles cognitifs sévères. Il y a toute la dimension fonctionnelle, et puis il y a toute la dimension qualité de vie au sens prévenir un terme que je n'aime pas, mais ce qu'on appelle les troubles du comportement, qui sont ces difficultés que rencontrent souvent les patients avec des troubles cognitifs sévères. Et là-dessus, on a tout aussi développé un programme d'activité, donc de thérapie non médicamenteuse sur l'axe activité physique adaptée pour entretenir et développer les compétences fonctionnelles, l'axe cognitif, et puis tout un axe d'approche qui permettent de mettre les gens dans une ambiance de vie qui évite de se retrouver dans des lieux, dans des grandes salles communes sans activité, parce que ça c'est finalement souvent ce que l'on rencontre encore aujourd'hui dans les maisons de retraite, c'est quand même beaucoup d'attentes. On attend le repas, qui est un grand moment, mais on l'attend. On attend le goûter, on attend le coucher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, moi j'insiste beaucoup sur ce travail sur les atmosphères de vie, de façon à remettre les gens dans une vraie vie, voilà, où on n'a pas besoin de, justement, vous dites le problème du coucher. Vous savez que dans nos établissements de santé, MCO en particulier, mais même dans les établissements pour personnes âgées, il y a la question de l'heure du repas du soir. Comment vous l'avez traitée? Est-ce qu'elle est traitée individuellement par établissement, ou bien est-ce que vous avez une politique d'ensemble par rapport à ça? Il y a déjà une réflexion qui est en cours, parce que vous savez que nous avons le jeûne nocturne qui est super important. Et ça, c'est encore pire que d'essayer de donner beaucoup plus de médicaments, puisque à un moment donné, les patients âgés se retrouvent dans une phase d'hypoglycémie qui donne aussi une diminution de tonus musculaire et qui peut engendrer aussi des chutes pendant la nuit. Donc, sachez qu'actuellement, nous menons justement une réflexion avec l'ensemble des secteurs de soins de suite pour travailler avec les équipes pour savoir de quelle manière on peut rien que décaler d'une demi-heure, donc le repas du soir, comment on peut arriver à améliorer les capacités fonctionnelles de nos patients. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève. Non? Oui? Oui? François? C'est-à-dire le jeûne nocturne. Moi, je voudrais vous parler. Je lis beaucoup en ce moment, de travaux qui sont faits dans certains établissements, plutôt de MCO, mais je pense que à plus forte raison chez vous, où ils disent qu'ils mettent en place des démarches qui sont tournées vers le bien-être, de type massage, relaxation, musique, enfin autre, et que par ce biais-là, ils ont une diminution des psychotropes. Alors, est-ce que c'est une expérience que vous connaissez? Oui. Alors, et que vous pouvez mesurer? Ah oui. Alors, moi, j'ai travaillé sur une unité qu'on appelle unité cognitivo-comportementale et l'unité qu'on appelle l'unité d'hébergement renforcé, UHR. Donc, dans ces établissements-là, en fait, ces deux axes de travail sont d'essayer de faire en sorte qu'on leur donne le moins de médicaments et qu'on améliore l'espace de déambulation pour ces patients. Et quand on augmente l'espace de déambulation, c'est-à-dire il n'y a pas de contention, il y a juste en fait l'espace qui leur permet en fait de se balader au sein justement de ces unités, on s'est dit mais
c'est trop long en fait. Ils marchent. Ils ont une utilisation énergétique beaucoup plus importante et ils ont une fonte musculaire qui s'installe parce que justement nous, par le biais de vouloir ne pas les contentionner, on essaie finalement, il faut le compenser quelque part. Et en lien avec l'équipe de restauration, ce qu'on appelle les finger food, donc des petites présentations donc, de repas avec la possibilité qu'ils puissent prendre par la pince, nous on appelle la pince, ça évite justement non seulement donc, de les contentionner, leur laisser la liberté de déplacement, garder leur capacité fonctionnelle tout en maintenant leur capacité énergétique et en même temps leur apporter une alimentation plaisir à l'heure qu'ils veulent, à la manière dont ils veulent. Merci. Monsieur Armingaud. Oui, juste pour compléter ce que dit Fariba, cette question du coucher, c'est un truc qui nous taraude depuis des années. On a lancé de différentes expériences, en effet, comme celle que vient d'évoquer Fariba, mais aussi le fait de pouvoir proposer après le dîner un temps, d'échange, de repos, d'activité, sans forcément de choses très formelles, mais aussi permettre aux personnes qui n'ont pas envie d'aller se coucher, d'aller être isolées en chambre. Et là, aujourd'hui, c'est une vraie question maintenant qui est aussi posée par les pouvoirs publics, puisque dans le cadre, notamment en EHPAD, de ces renouvellements, ce qu'on appelle la signature des CEPOM, il y a de plus en plus d'expérimentations proposées pour innover, et là on est dans l'innovation, sur le temps de nuit et de soir. Donc nous qui avons déjà mené un certain nombre de projets qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si vous connaissez le concept du PASA, mais qui sont ces unités d'accueil assez spécialisées pour l'accompagnement des populations Alzheimer en établissement, c'est de faire en fait le même type d'accompagnement, mais aussi en soirée, voire même pendant la nuit, pour ces personnes qui ont un dérèglement total finalement du rythme jour-nuit, et que l'on connaît. Alors, ils ne sont pas nombreux dans les établissements, c'est souvent une poignée de personnes, mais c'est une poignée sur laquelle on a beaucoup de questions pour comment améliorer leur accompagnement, tant dans la journée que dans la nuit. Donc ça va par augmenter l'activité physique dans la journée, parce que plus on a d'activité physique dans la journée, mieux on va dormir et donc moins on va être en activité. Donc il y a tout ce travail qui est fait par les équipes au niveau des activités physiques adaptées. Et puis quand même pouvoir proposer, et ça on a pas mal d'expériences dans le groupe qui ont été faites, de temps, alors on appelle la tisane du soir, enfin il y a plein de... Les gens sont très innovants. N'oublie pas mon carré de chocolat avec la tisane. Et puis le petit carré de chocolat, alors ça c'est pareil, je me bats aussi depuis des années pour instaurer cette collation le soir. Et donc aujourd'hui on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience que l'accompagnement d'une personne dans un établissement ou dans un MCO ou dans un établissement sanitaire, mais encore c'est plus vrai dans le secteur de la personne âgée, ça ne se limite pas à 7h du matin, 19h le soir. Mais que la vie, elle est 24/24, 7/7. Et donc, il y a un vrai sujet sur l'accompagnement la nuit. Et c'est vrai que là-dessus, on a déjà fait pas mal d'expérimentations. Et ces solutions montrent toujours un effet, c'est que ça baisse l'usage des somnifères. Voilà, toujours. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Nous n'allons pas dormir. Nous allons prendre un petit café, assez rapidement quand même. Et merci à tous les trois. Merci et à vous. Bientôt.